Bonjour à tous. J'espère que ça va bien. Bienvenue à ce questions et réponses du 2 novembre. Mon nom, c'est Yvan Cournoyer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis président du Club d'investisseurs immobiliers du Québec. Et aujourd'hui, on reçoit nul autre que la SCHL, le plus gros organisme immobilier au Canada qui nous rencontre, qui viennent nous visiter. C'est quand même pas rien. Donc, on est très heureux de les accueillir aujourd'hui. En attendant de vous présenter nos deux invités, on vous rappelle de partager dans le fond, dans le, dans le chat et sur la page du club, de partager l'événement pour mériter la chance de gagner un livre que j'ai écrit avec Jean-Philippe, donc Transformer en opportunité des multilogements trop chers, et également une formation qui a lieu ce soir qui est Tout savoir sur les masterminds. Donc, on vous invite à partager en grand nombre. Et sans plus tarder, je vous présente Geneviève Forget. Bonjour Geneviève. Oui, bonjour. Ça Bonjour va tout le bien? monde. Oui, ça va bien, merci. Oui, qu'est-ce que Mme Forget fait à la SCHL? Alors, je suis à la SCHL depuis 14 ans et je suis présentement gestionnaire de compte pour les institutions financières. Et concrètement, ça fait quoi? Alors, ça fait que je soutiens nos clients partenaires, les institutions financières au niveau de l'assurance prêt hypothécaire. Puis aujourd'hui, je vais parler donc du volet de l'assurance, les assouplissements pour assurance prêt hypothécaire pour les logements abordables. Excellent, merci. Bienvenue. Merci. On a également M. Étienne Pinel. Bonjour. Bonjour, M. Pinel. Bonjour, M. Cournoyer. Ça va bien? Bonjour tout le monde. Excellent. Est-ce Ça qu'on va très m'entend bien, bien? merci. OK, on semble avoir un petit délai, là, un petit décalage dans Oui, notre. Oui, OK. Excellent. Donc, je vous laisse vous présenter. certainement. Moi, je suis spécialiste dans l'équipe d'activité de liaison à la SCHL. Physiquement, pour l'information de tous, je suis basé à Québec. Puis, mon rôle, c'est de faire connaître la SCHL, les différentes solutions pour construire et rénover des logements abordables. Ça fait une dizaine d'années que je suis à la SCHL. J'ai travaillé comme économiste auparavant. Puis, ça fait à peu près un 4-5 ans que je suis dans ce rôle-là. Excellent, merci. On est heureux de vous avoir avec nous. Et évidemment, on a notre ami Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Salut, Monsieur Yvan. Toujours un plaisir d'être avec vous pour toutes ces lunchs de l'immobilier. Super content. J'ai bien hâte de la petite conférence aujourd'hui à part la SCHL. Je suis sûr qu'on va apprendre plein de choses qui vont être hyper utiles aux investisseurs immobiliers. Excellent. Est-ce que tu sens le même délai avec moi et toi qu'on a ressenti avec Étienne? Non, je pense qu'il y a un petit délai du côté de M. Étienne Pinel, mais bon, on va s'en sortir. On est rendu habitué avec tous ces petits challenges techniques, disons-le, qui viennent avec la joie d'être à la maison. Voilà. Excellent. Donc, avant de laisser la parole à Jean-Philippe qui va driver le show ce midi, je vous rappelle, en attendant qu'on commence officiellement, de partager le live d'aujourd'hui pour mériter le livre que j'ai parlé tantôt, Transformer en opportunité des multilogements trop chers, et la formation de ce soir, Tout savoir sur les masterminds. Donc, à vos claviers, si vous pouvez marquer que c'est fait dans le chat, ça serait merveilleux. Donc, à toi, JP. Super, parfait. Donc, juste rappeler, en fait, la SCHL, la présentation d'aujourd'hui, je sais que vous avez 1001 questions sur la SCHL et c'est normal. Juste vous dire, en fait, qu'on dirige principalement aujourd'hui les questions vers le logement abordable, donc vers les subventions construction. Donc, M. Pinel va tout nous étaler là, les offres possibles qu'on peut avoir à ce niveau-là. Mais c'est sûr que je sais que les gens, en se connectant sur un live de la SCHL, vont avoir deux questions principales. Donc, on va tout de suite les adresser. Puis après ça, si dans le live, vous voulez diriger vos questions plus vers les subventions et le logement abordable, ça serait apprécié parce que ce serait plus la thématique de la journée. Donc, Madame Forget, première question, je suis sûr que tous les courtiers hypothécaires ou tous les gens qui ont des deals présentement en cours avec la SCHL, les délais, on en est où en ce moment? Qu'est-ce que la SCHL peut dire là-dessus? Oui, merci. Les délais, vous savez, c'est vraiment causé par une augmentation des volumes historiques. Puis vous savez comme moi comment en ce moment, les conditions sont très favorables pour le multi-résidentiel. Si on regarde les taux d'intérêt qui sont historiquement bas
Puis ça crée un engouement, donc beaucoup d'investisseurs qui veulent soit acquérir ou refinancer leurs immeubles. Alors, on peut le voir un peu, une analogie serait sur l'autoroute à l'heure de pointe. Donc, beaucoup trop de demandes pour les ressources en place qui créent justement un goulot d'étranglement. Alors, la SCHL a pris des mesures, a mis en place des mesures pour régulariser la situation. C'est sûr que ce n'est pas quelque chose qui se règle en une journée. Donc, ça prend des nouvelles ressources, etc., revoir des façons de faire pour avoir des gains d'efficacité, etc. On a donc pris des mesures, on a mis des mesures en place, puis on voit là, que ça porte fruit. Les délais, on voit une certaine amélioration. Mais il faut quand même garder à l'esprit là, justement qu'on est dans une situation extraordinaire actuellement. Puis la SCHL vient avec beaucoup d'avantages, mais en ce moment, elle vient aussi avec des délais que vous connaissez actuellement. Donc, voilà. Absolument, absolument. Taux historiquement bas, justement, signé en septembre, 1,65 %. Donc, c'est ça. Quand on dit que l'argent ne coûte plus rien, voilà. Donc, effectivement, de nombreux avantages, évidemment, avec la SCHL. Sauf qu'on a eu, au niveau des investisseurs, on a eu un peu une surprise. Hein, c'est sorti un peu de nulle part, cette annonce-là, au niveau des retraits d'équité. Je sais qu'il y avait plein de gens qui avaient des questions au niveau des retraits d'équité. On se posait la question SCHL, comment c'est qu'on peut faire de retrait d'équité. Donc, je pense que vous aviez une piste de réponse à ce niveau-là. Là. Quelles étaient les intentions de la SCHL là-dessus? Oui, bien, en fait, vous savez, c'est en lien avec notre mission, la mission de la SCHL. Donc, comme vous l'avez dit, la SCHL, c'est l'organisme fédéral en matière d'habitation. Puis, on porte sur nos épaules, en fait, toute justement la santé de l'immobilier au Canada. On se doit de bien faire les choses. Puis, dans le fond, c'est ça, cette nouvelle-là, au niveau des nouvelles lignes de refinancement, va en lien avec notre mission. Donc, Étienne va parler plus en détail dans un instant dans la présentation, mais c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que les fonds qui sont retirés du parc locatif résidentiel soient réinvestis dans le parc locatif résidentiel. Comme vous savez, les besoins en matière d'habitation sont criants. Et puis, c'est dans le fond une logique que la SCHL, dans le fond, se positionne que si quelqu'un veut faire affaire, avoir l'assurance prêt hypothécaire avec les avantages, comme on dit, que ça l'amène, que ça soit en ligne avec notre mission en matière d'habitation. Donc, c'est un peu... voilà la réponse. OK. Et pendant que M. Pinel peut commencer à préparer votre partage d'écran avec la présentation, je vais juste complémenter en fait avec Mme Forget pendant que la présentation s'en vient à l'écran. Effectivement, les gens vous l'avez bien dit, hein, souvent les gens sont inquiets au niveau du retrait d'équité, mais si on réinvestit en fait les sommes dans l'immobilier, donc c'est toujours possible. Là. Donc, évidemment, la plupart du temps, les investisseurs immobiliers, c'est ce qu'on fait. Donc, on refinance des bâtiments pour en acheter d'autres. Donc, voilà. Mais je vois que la présentation elle est prête. Donc, M. Pinel, vous cédez la parole pour tous ces bons trucs que vous allez nous donner aujourd'hui pour le logement abordable. Certainement. Merci Jean-Philippe. D'abord, je vais juste mettre l'emphase sur ce dont je vais vous parler principalement aujourd'hui, c'est la rénovation. Donc, on va vraiment mettre vraiment l'emphase sur les solutions de la SCHL pour la rénovation d'immeubles abordables. Comment on va fonctionner aujourd'hui pour la présentation? D'abord, on aimerait juste vous rappeler un peu c'est quoi la SCHL, l'aspiration, la vision de la SCHL. Il y en a qui ne connaissent pas nécessairement les dernières modifications qui ont été apportées à notre aspiration. Et ça va m'amener à introduire un peu la stratégie nationale du logement qui est associée à cette aspiration-là. Puis, par la suite, on va vous parler de deux initiatives principales qui touchent les immeubles existants. Donc, d'abord, le Fonds national de co-investissement pour le logement, puis l'assurance préhypothécaire pour les immeubles collectifs abordables que Geneviève va vous présenter un peu plus tard.
Ce que j'aimerais faire pour répondre aux questions, c'est de prendre une petite pause après chaque bloc lorsque j'aborderai chacune des initiatives. Donc, juste prendre une pause pour répondre aux questions des participants qui pourraient en avoir, puis voir dans quelle mesure on peut écouter leurs commentaires, puis s'il y a besoin de clarification. Donc, on va prendre une pause à ce moment-là. Donc, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour la présentation aujourd'hui. J'aimerais commencer par, comme je vous disais, vous parler de la SCHL. La SCHL a vraiment la mission de rendre le logement abordable. Puis, on s'est donné une nouvelle aspiration que d'ici 2030, tout le monde au Canada a un logement qui est abordable et qui répond à ses besoins. Donc, toutes nos activités, tous nos programmes, nos annonces qui ont été faites récemment et qui vont être faites dans le futur vont être associées à cette question d'abordabilité du logement. Donc, on est vraiment axé sur cette grande vision d'offrir du logement abordable, puis que tous les Canadiens aient un logement abordable d'ici 2030. Donc, associé à cette vision, à cette aspiration-là, je vous dirais qu'il y a eu la Stratégie nationale du logement qui a été lancée en novembre 2017. Donc, la première stratégie fédérale sur l'habitation. Une stratégie de 10 ans d'une valeur de 55 milliards de dollars à l'échelle canadienne. C'est une stratégie qui a tout plein d'initiatives. Puis aujourd'hui, je vais vraiment miser sur un survol des deux principales qui touchent la rénovation. Mais juste avant de commencer, je veux juste aborder c'est quoi la stratégie nationale du logement. Donc, je vous disais 10 ans, 55 milliards à l'échelle canadienne. Il y a 4 secteurs d'intervention principaux. Donc, le premier, c'est de créer des nouveaux logements abordables. Donc, il y a toute une panoplie d'initiatives qui touchent à ce secteur-là. Le deuxième est de moderniser les logements existants. C'est là-dessus qu'on va vraiment mettre l'emphase aujourd'hui pour parler de quelles sont les solutions qu'on a à la SCHL pour inciter, pour essayer d'encourager les propriétaires à moderniser leurs immeubles. Puis, on a un secteur d'intervention qui touche davantage aux ressources pour le logement communautaire. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau des renseignements, des outils qui peuvent servir aux fournisseurs de logements communautaires. Et il y a toute la question de l'innovation et recherche, qui est très importante et qui a aussi sa panoplie d'initiatives. Donc, on va vous fournir les liens pour la stratégie nationale du logement un peu plus tard, qui va vous permettre d'explorer d'autres secteurs d'intervention qu'on ne touchera pas nécessairement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va vraiment miser sur la question de la rénovation. Le continuum du logement, c'est juste important de le mentionner puisque souvent, les gens s'attendent à penser au logement plus d'une façon plus restreinte, comme notamment le logement privé. Par contre, le logement, du point de vue de la Stratégie nationale du logement et de la SCHL, c'est tout le continuum qui est important pour répondre aux besoins de tout type de Canadiens. Donc, ça va du refuge pour personnes à risque d'être en itinérance jusqu'au logement privé. Donc, c'est tout ce continuum-là qu'on cherche à couvrir et à desservir par nos différentes initiatives. Maintenant, je vous montre les principales initiatives associées à la stratégie. Donc, vous avez à votre gauche les solutions de financement. Ça, c'est les solutions où la SCHL agit comme prêteur. Et à votre droite, l'assurance préhypothécaire. Donc, ça dit lorsque la SCHL agit comme assureur. Aujourd'hui, on mise sur 2 principales initiatives, donc le fonds de co-investissement dont je vais vous parler et les assouplissements que je vais vous parler. Donc, c'est vraiment 2 parmi la grande panoplie qu'on a. Puis, on va vraiment essayer de vous expliquer un peu leurs valeurs, leur intérêt, les exigences associées à ça, puis ça correspond à quel type de projet. On va commencer par le Fonds national de co-investissement. Je vous dirais que c'est la principale initiative de la Stratégie nationale du logement, compte tenu que c'est là où les sommes d'argent qui ont été réservées sont les plus importantes de la stratégie. C'est un fonds qui touche à la fois la construction de nouveaux logements
et la réparation d'immeubles existants. Donc, aujourd'hui, on mise vraiment sur le volet rénovation. Vous voyez ici les cibles qu'on cherche à atteindre à terme. Donc, en 2027, qu'est-ce qu'on souhaite avoir réalisé via cette initiative-là? Donc, on parle de création de logements, bien entendu, mais l'emphase ici est sur la réparation de logements. Donc, à terme, on souhaite avoir contribué via cette initiative-là en particulier, de réparer plus de 200 000 logements à l'échelle du pays. Donc, on veut vraiment intervenir auprès du parc de logements existant. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on souhaitait vous parler de nos solutions. Puis, le Fonds national de co-investissement prend la forme d'aide financière. Donc, ça peut prendre la forme de prêts et ou de contributions. C'est vraiment là où on encourage les investisseurs ou les propriétaires immobiliers à les inciter à rénover leur immeuble. Je vous disais que ça prend la forme de prêt, bien entendu. Un des avantages qui est vraiment notable au niveau du Fonds national de co-investissement, c'est que les prêts que la SCHL va fournir auprès des propriétaires qui souhaitent rénover leur immeuble sont à des taux qui sont vraiment faibles. On a parlé plutôt des taux d'intérêt qui sont déjà faibles. Bien, compte tenu de notre rôle, d'emprunteur à faible taux, on peut encore prêter aussi à des faibles taux, même des taux qui sont inférieurs à ce qu'on retrouve dans le marché. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un des incitatifs principaux au niveau du fonds de co-investissement. Les prêts qu'on fournit pour la rénovation, l'amortissement peut aller jusqu'à 40 ans et couvrir jusqu'à 75 % des coûts associés à la réhabilitation ou à la rénovation des immeubles. On parle aussi d'un coefficient de couverture de dette qui est minimal, donc vraiment des taux, des ratios inférieurs à ce qu'on trouverait généralement dans le marché. Puis, oui, ça peut prendre la forme de prêt, mais aussi de contribution non remboursables. Donc, ça peut aller jusqu'à 15 % des coûts. Donc, c'est aussi intéressant de ce point de vue-là de bénéficier du Fonds national de co-investissement. C'est quand même important de noter que cette initiative-là s'adresse vraiment pour des travaux majeurs de rénovation. Juste pour vous mentionner, le montant minimal de prêt ou contribution de la SCHL pour un demandeur est de 250 000 $ pour le fonds de co-investissement. Donc, on ne parle pas ici de faire des rénovations de salles de bain, c'est vraiment des travaux majeurs. Puis, pour en bénéficier, généralement, on parle de propriétaires de plusieurs portes. Donc, des meubles, ce qu'on a pu voir jusqu'à présent, des applications qu'on a reçues et approuvées, on parle généralement des meubles d'au moins une vingtaine de portes, juste pour quand même bien spécifier c'est quel type de propriétaires jusqu'à présent qui ont pu bénéficier de l'aide. Malgré tout, en théorie, les exigences minimales, on parle de 5 logements. C'est juste que des fois, c'est un peu plus difficile à réaliser compte tenu des exigences qu'on associe aussi à cette initiative-là. On parle d'un projet résidentiel, bien entendu. La portion non résidentielle ne doit pas excéder 30 %. C'est quand même important à noter. Puis, il existe des exigences au niveau de l'accessibilité du projet, de l'efficacité énergétique, de l'abordabilité. On s'attend à ce que le projet soit quand même viable financièrement. Et des exigences de partenariat. Au niveau du partenariat, on souhaite avoir un autre partenaire financier que l'applicant et la SCHL pour rénover l'immeuble. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle le fonds de co-investissement. Donc, il doit y avoir un autre co-investisseur.
Ça peut être, par exemple, un programme d'aide à la rénovation municipale. Donc, la municipalité peut être impliquée dans votre projet de rénovation. Ça peut être un programme provincial, par exemple, qui aide à l'efficacité énergétique ou un autre partenaire financier. Mais il doit y avoir un autre partenaire qui est présent dans votre application pour nous la soumettre dans le cas d'un projet de rénovation et aussi, bien entendu, dans le projet de construction neuve, mais l'emphase ici est mise sur la rénovation. Quels sont les impacts recherchés? Donc, vous avez ici d'autres critères associés à cette initiative-là. Je vous demanderai de regarder du côté droit où on parle du renouvellement et réparation, donc le volet qu'on souhaite décrire aujourd'hui. En matière d'abordabilité, donc je vous parlais, l'abordabilité est importante pour nous. On souhaite qu'il y ait un minimum de 30% des unités qui sont abordables dans votre projet de rénovation. Donc, ce n'est pas 100% des unités, mais un minimum de 30%. Et la manière dont on définit l'abordabilité pour cette initiative-là, c'est par rapport au loyer médian du marché pour un projet semblable. Donc, la notion d'abordabilité, c'est que ça ne dépasse pas 80% du loyer médian du marché. Donc, 30% des unités qui, au minimum, et qui ne doivent pas dépasser 80% du loyer du médian du marché. Et ce, pour une période de 20 ans. C'est l'exigence minimale. Bien entendu, ça peut paraître élevé ou ça peut paraître élevé au niveau du 80%. Mais ce qui est important de noter, c'est que dans plusieurs cas, on va retrouver des propriétaires qui ne le savent pas, mais ont déjà des logements abordables dans leur immeuble. Donc, ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil via les outils que la SCHL vous offre au niveau, par exemple, du portail de l'habitation pour connaître un peu les loyers du marché, pour voir un peu où les logements de votre immeuble se situent. Peut-être qu'ils sont déjà abordables à 50%, peut-être même supérieurs à ça. Donc, c'est quand même important de le voir comme ça. Puis, donc, notre exigence minimale est de 30%, ça peut aller au-delà de ça. Puis, pour chacun des critères que je vous parle ici, c'est les exigences minimales. Donc, la façon dont les projets du fonds de co-investissement sont sélectionnés, c'est basé sur un pointage. Et le pointage est basé sur dans quelle mesure le projet qui nous est soumis dépasse ces exigences-là. Donc, si par exemple, c'est 60% abordable plutôt que 30%, il y a des points supplémentaires qui sont associés. Puis, la priorisation des projets pour le versement d'aide et de contribution est basée sur le plus haut pointage qui reçoivent ces sous-là. Au niveau de l'efficacité énergétique, le minimum, c'est qu'une fois les travaux qui soient faits, réalisés, on s'attend à ce que l'amélioration soit de 25% au niveau de la consommation énergétique par rapport à ce que c'était auparavant. Donc, par rapport au rendement antérieur. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'est des travaux majeurs. Donc, on parle, par exemple, de la structure du bâtiment. Ça va aller au-delà des cuisines de la salle de bain pour réussir à atteindre cet objectif-là de 25% de consommation. Et on a certaines exigences au niveau de l'accessibilité. Donc, on parle de normes minimales d'accessibilité pour 20% des unités. Ça aussi, c'est ce qui fait en sorte que, généralement, on parle de projets quand même d'envergure pour réussir à avoir un minimum un logement sur 5 qui correspond à ces exigences-là. Puis, on va vous fournir les liens sur cette initiative-là pour voir un peu plus les détails. Qu'est-ce qu'on veut dire au niveau de l'accessibilité? Ça se traduit par quoi? Donc, vous allez avoir les liens qui mènent directement sur le site web pour l'initiative du co-investissement. Donc, ça fait pas mal le tour de cette solution-là. Comme je vous disais, ça ne correspond pas aux besoins de tout type d'investisseurs. C'est quand même, on parle de projets quand même d'envergure, mais je voulais vraiment vous montrer ce qui était disponible du point de vue de la SCHL à fournir de l'aide financière. Puis, j'aimerais ça maintenant peut-être répondre à certaines questions que vous pourriez avoir ou commentaires. Je pense que Jean-Philippe, tu peux relayer. Oui, exact. En fait, j'en ai une tout de suite qui me vient en tête. En fait, écologique, renouvellement et réparation, réduction de 25% de la consommation énergétique
Dans le multilogement, on pense tout de suite à conversion d'un système, par exemple, chauffage au mazout ou chauffage à gaz vers une consommation électrique. Est-ce que ça pourrait faire partie des subventions à ce niveau-là? Oui, certainement. Ça fait partie de ce qui peut être. C'est souvent justement dans ce type d'intervention-là qu'ils vont pouvoir réussir à atteindre cette exigence-là minimale de 25 %. Ce n'est pas exclusif à ça. Ça peut être plus vraiment encore plus profondément au niveau de l'isolation, par exemple, de l'immeuble, d'autres aspects, mais oui, ça correspond à un type de travaux qui pourrait être admissible. Intéressant parce que ça, on voit souvent ça, ces conversions-là, ça c'est sûr, là, donc ça se fait. Puis ensuite, on avait une question pour le ratio de couverture de dette quand on parlait de minimal. C'est quoi ça, un ratio de couverture de dette minimal? Ben, je me souviens pas du coefficient en particulier, euh, mais c'est inférieur à ce qu'on retrouverait généralement si, par exemple, on faisait affaire avec un prêteur privé. C'est juste quelques décimales de moins. Mais lorsque vous aurez accès aux liens, vous pouvez aller voir directement sur certaines des exigences, puis ça va vous donner un peu les ratios qui correspondent à votre projet. OK, parfait. Et on posait la question, je sais qu'on avait eu la discussion hors ligne, mais on pose beaucoup la question si le PDF serait disponible. Je sais que j'ai mis les liens dans la présentation. Si jamais vous voulez le rendre disponible par la suite, dites-nous-le. On va le mettre sur la page, mais pour l'instant, on met les liens dans les commentaires là, pour le logement abordable, pour les subventions. Et M. Pinel, comment on fait pour faire la demande de subvention? Comment on fait pour s'adresser comment on fait pour démarrer ça, ce projet-là, si on a l'intention de démarrer un projet de rénovation? Ben, je vais. D'abord, moi, je suis seul de mon équipe au Québec pour partager l'information, mais je t'appuie d'une grande équipe qui sont là pour vraiment accompagner chacun des demandeurs. Puis de la façon dont on fonctionne, c'est que je peux faire le relais auprès de cette équipe-là pour leur parler de vos projets. Donc, je vous encouragerais d'abord à consulter l'information sur les liens. Donc, voir un peu, est-ce que mon projet est admissible? C'est quoi les délais? C'est quoi les étapes du processus? Par la suite, je vais vous laisser mes coordonnées, donc vous allez pouvoir me contacter lorsque vous avez un projet qui pourrait vous intéresser au niveau de la rénovation ou même de la construction neuve. Puis après ça, on pourra échanger puis faire le relais auprès de cette équipe-là qui va vous accompagner tout au long du processus de demande. OK. Parce que c'est sûr j'ai écouté la présentation, évidemment. Là, il y avait quelques questions qui restent en suspens, dont le ratio de couverture de dette, le pourcentage de partenariat, on parlait que la SCHL pouvait embarquer dans une partie des travaux. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont avoir des questions, ça, c'est certain. Okay. Yvan, est-ce que tu voulais bonifier par quelque chose avant qu'on passe à Mme Forget? Non, mais je me doutais qu'on passait à Mme Forget, fait que c'est pour ça que j'ai ouvert ma caméra puis le micro. Parfait. Donc, je vous laisse continuer la présentation. Donc, super intéressant. J'ai hâte de voir les questions qui vont venir. Voilà. Excusez, est-ce qu'il va y avoir, avez-vous dans votre présentation un exemple chiffré de ce que ça peut représenter, mettons, selon le 30 % des logements qui doivent être inférieurs à 80 %? Y aurait-il avec les ratios de couverture de dette et tout ça, il n'y a pas de calcul? Non, mais ça dépend tellement d'un projet à l'autre, d'une municipalité à l'autre. Les loyers ne sont pas les mêmes. Puis, le 30 % c'est vraiment un minimum. Donc, probablement que pour pouvoir être priorisé comme projet, on peut aller au-delà du 30 %. Mais c'est le minimum au niveau des exigences. Il n'y a pas d'exemple chiffré qui va être fourni dans cette présentation. OK. On vous laisse continuer. Allez-y. Oui, alors je vais prendre la balle au bon. Merci. Pour faire, dans le fond, peut-être la transition entre justement l'initiative de co-investissement dont Étienne vient de parler et l'initiative, en fait, des assouplissements de l'assurance prêt hypothécaire pour logement locatif dont je vais parler. Comme Étienne l'a mentionné au début, le co-investissement, c'est vraiment la SCHL et le prêteur. Donc, c'est pour ça qu'il y a, dans le fond, c'est l'investisseur qui fait
la demande directement à la SCHL. Et comme Étienne dit, il y a une équipe qui peut soutenir les investisseurs à travers ça. Pour ce qui est de l'initiative, j'essaie de faire la diapo suivante. Étienne, je ne sais pas si ça fonctionne. Tu n'arrives pas à le faire, je peux avancer. Merci. OK, parfait, merci. Donc, c'est ça. Pour ce qui est des assouplissements, c'est vraiment à travers votre prêteur. Dans le fond, c'est comme une simple demande d'assurance prêt hypothécaire dans le produit standard, mais votre prêteur, dans le fond, va faire une demande dans le fond, pour un projet qui est abordable, s'il répond aux critères dont on va parler. Alors, comme on mentionnait au début, vous connaissez les avantages de l'assurance prêt hypothécaire avec la SCHL, le rapport prêt-valeur plus élevé, un amortissement prolongé, les taux d'intérêt qui sont plus bas, alors ce qui permet un financement plus élevé, un meilleur effet de levier pour vos projets. Alors, pour les logements abordables, on a tous ces avantages-là, plus d'autres qui viennent s'ajouter. Alors, oui, Étienne, j'ai pas le contrôle. Bon, je les ai avancés. Le pire, c'est que ça dit « You can control ». Donc, en tout cas, je vais te dire, la petite fée clochette, je vais dire quand il faut tourner la page. Merci. Alors, les avantages qui s'ajoutent lorsqu'on parle d'un projet abordable. Donc, encore une fois, on parle le ratio de couverture de dette ou un coefficient de couverture de la dette qui est plus bas que dans un projet non abordable. On va en parler plus en détail dans un instant. La possibilité d'un cautionnement réduit, voire même d'un prêt sans recours. Et puis, des primes qui sont beaucoup plus basses pour un projet abordable que pour un projet standard, ordinaire. Donc, ça aussi, on va le voir plus en détail, dans un instant. Alors, si on peut aller à la prochaine diapo. Donc, vous savez, on a deux volets dans l'assurance prêt hypothécaire pour logement abordable. On a un volet nouvelle construction, donc pour immeubles neufs, et on a un volet pour la préservation d'immeubles existants abordables. Alors, pour les besoins d'aujourd'hui, on parle vraiment d'immeubles existants. Alors, on va regarder la colonne à droite du tableau. Alors, pour ce qui est des rapports prêt-valeur, c'est les mêmes que pour le produit régulier, c'est-à-dire que le rapport prêt-valeur maximum pour les espaces résidentiels, c'est 85 %. Et pour ce qui est des espaces non résidentiels, donc si l'immeuble a une partie commerciale qui est admissible à l'assurance prêt hypothécaire, le rapport prêt-valeur qui est lié à cet espace-là non résidentiel est de maximum 75 %. Mais pour ce qui est du coefficient de couverture de la dette, on a justement un assouplissement, c'est-à-dire qu'on demande un CCD minimal plus bas que pour l'ordinaire. Alors, on demande dans le fond 1,10, peu importe le nombre d'unités, peu importe le terme, que ce soit un terme de 5 ou 10 ans. Donc, pour faire une comparaison, par exemple, pour un immeuble de 7 unités et plus pour un terme de 5 ans, on demanderait un coefficient de couverture de dette de 1,30. Et ici, dans le fond, pour le projet abordable, on demande un coefficient de couverture de la dette de 1,10. Donc, notre coefficient de couverture de la dette se trouve à être calculé de prendre le revenu d'exploitation net de l'ensemble du projet divisé par le service de la dette. Alors, on se trouve, dans le fond, on peut possiblement avoir un financement plus élevé vu qu'on a un coefficient de couverture de la dette requis qui est plus bas. Pour les autres modèles d'hébergement, donc chambre individuelle, logement avec service de soutien et résidence personnes âgées, on demande un CCD minimal de 1,20 comparativement à 1,50 si on était dans le produit régulier. Et pour les espaces non résidentiels, on demande 1,40 comparativement à 1,50 pour le produit régulier. Si on passe à la prochaine diapositive, au niveau des primes,
Donc, vous voyez la différence entre un immeuble logement locatif ordinaire, s'il est abordable, versus un immeuble avec des loyers au marché. Alors, pour un rapport pré-valeur de 85 %, on est à 2,05 % de prime de base versus 4,50 % si on est dans le produit du marché. Prochaine diapo. Alors, au niveau de l'admissibilité de l'ensemble, on a parlé d'appartements ordinaires, résidences personnes âgées, des immeubles de chambres individuelles et ensemble de logements avec service de soutien. Et puis, on doit avoir un projet qui a au moins 5 unités résidentielles. Et pour les cas des résidences de personnes âgées, c'est un minimum de 50 unités. Prochaine diapo. Alors, maintenant, on tombe vraiment dans les critères d'abordabilité. Alors, il y a 2 options pour que notre projet soit admissible aux assouplissements. Option A et B. On va regarder d'abord ensemble l'option B, c'est la plus directe. C'est-à-dire si l'ensemble a été approuvé en vertu d'un autre programme ou initiative de logement qui soutient l'aménagement ou l'entretien de logements locatifs abordables. Donc, que ce soit au niveau fédéral, provincial, territorial ou municipal, si l'ensemble est déjà approuvé en vertu d'un autre programme, il est admissible aux assouplissements de l'assurance prêt hypothécaire pour logement locatif abordable. Si ce n'est pas le cas, alors l'autre façon pour qu'un projet soit éligible aux assouplissements, il faut démontrer que le loyer d'au moins 80 % des unités se situe à un niveau égal ou inférieur au 30e centile des loyers du marché visé pour des logements comparables. En termes de logements comparables, on parle de la typologie, donc le nombre de chambres dans l'unité. On va le voir plus en détail dans un instant, mais avant, on va regarder ensemble les transactions admissibles, dépendamment de si le projet est admissible selon l'option A ou selon l'option B. Donc, si l'ensemble est admissible pour le programme sous l'option B, alors ça peut être une transaction d'achat, donc par exemple, justement de soumettre un dossier d'achat pour faire l'acquisition d'un ensemble abordable qui est approuvé en vertu d'un autre programme de logement abordable, ou ça peut être le refinancement, donc refinancer cet immeuble-là, soit pour apporter des améliorations, rénovations au sujet, ou à un autre immeuble abordable, ou ça peut être de le refinancer pour faire la construction d'un autre projet abordable, ou ça peut être de le refinancer pour faire l'achat d'un autre ensemble de logements abordables. Si l'immeuble existant est approuvé, plutôt est admissible au programme, aux assouplissements sous l'option A, donc le but du prêt, la transaction admissible, c'est de refinancer pour effectuer des rénovations à l'immeuble sujet. Et puis, dans le fond, l'entente en termes d'abordabilité, c'est que les loyers doivent, dans le fond, rester abordables durant une période de 10 ans, suivant, dans le fond, le refinancement, donc le déboursé. Alors, si on passe à la prochaine diapo, pour les... Hop, je pense qu'il faut que tu recliques peut-être une autre fois parce que je vois pas. Parfait, merci. Alors, au niveau des le tableau pour connaître le 30e centile des loyers. Alors, puis je pense que Jean-Philippe, dans la boîte de discussion, tu as un lien, tu as le lien là, pour que les gens sachent aller voir dans le fond le tableau. Oui, en effet, oui, ça a déjà été mis, donc je vais le remettre une autre fois, puis qu'on est dans le vif du sujet. OK, merci beaucoup. Et puis, c'est ça, c'est des données qui sont publiées chaque année. Alors là, vous avez le tableau avec, puis vous allez voir, c'est vraiment par région. Et puis, vous allez voir aussi les différentes colonnes, c'est par typologie, donc par type d'unité. Si vous avez une chambre à coucher, 2 chambres à coucher, 3 chambres à coucher, etc. Donc, vous avez le 30e centile, le loyer. Alors, dans le fond, vous pouvez aller voir si votre immeuble, les immeubles que vous possédez
selon la région où ils sont situés. Vous pouvez aller voir s'ils seraient admissibles à notre produit et vous pourriez justement faire une demande de refinancement pour faire de la rénovation sur votre sujet. Et puis, si on passe à la prochaine diapositive, donc, que ce soit des rénovations pour cuisine et salle de bain, l'enveloppe de l'immeuble, des éléments de sécurité, stationnement, etc. Donc, vraiment des améliorations sur l'immeuble. Alors, c'est ce qui conclut ma partie, mon volet sur les assouplissements pour assurance prêt hypothécaire pour les logements abordables. Est-ce qu'on a des questions sur cette initiative? On avait Jonathan Morin, mais vous avez répondu. Il demandait est-ce que la SCHL fournit le loyer médian du marché pour connaître le 80 du prix abordable? Vous avez donné la réponse. Est-ce que c'est une obligation dans le sens d'avoir la SCHL ou on pourrait arriver avec des chiffres, par exemple, de Ziplex, qui est un outil qui est assez connu, là, assez utilisé dans le marché? Est-ce que, si, mettons, Ziplex serait comme plus avantageux pour l'investisseur, est-ce que ça pourrait être utilisé, débattu, ou c'est catégorique, c'est les chiffres de la SCHL? Est-ce qu'on parlait de l'initiative? Du prix médian par typologie. Parce que, oui, c'est ça. Ce qu'Étienne a démontré, c'est différent de... Lui, il parlait de 30 à 80 au 80e centile. Moi, c'est par rapport à 80 c'est comme un peu un inverse, là, mais en fait, c'est pas pareil. Pour les assouplissements, l'initiative que j'ai présentée, c'est vraiment les données de la SCHL qui doivent être regardées. Donc, le tableau qu'on a fourni, il faut vérifier si 80 minimum de 80 des unités, les loyers sont égaux ou inférieurs au 30e centile du tableau. Dans le fond, au loyer que vous allez voir dans le tableau, selon la région où l'immeuble est situé. OK, excellent. JP, t'avais-tu... Il y avait Mick qui posait la question, est-ce qu'il y a une limitation sur le type de logement? Donc, on parlait d'1,5, 2,5. Est-ce que ça peut causer problème à ce niveau-là, au niveau de... Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas à ce niveau-là, mais il faut comprendre que là, on parle d'admissibilité aux assouplissements, mais vous savez, comme toute demande d'assurance prêt hypothécaire, ça doit être soumis à une analyse de risque global, là. Donc, bien sûr, on va regarder le risque global de la demande d'assurance, voir si le risque global de l'ensemble est acceptable. Et on parlait de délais en début de séance. Oui. On parle de quoi dans ces délais-là, dans les deux programmes? Bien, en fait, pour le co-investissement, je peux laisser Étienne répondre, mais pour ce qui est des assouplissements de l'APH pour immeubles abordables, en fait, vu que c'est lié à notre mission, c'est sûr qu'il y a une priorisation qui est faite pour les demandes d'assurance prêt hypothécaire pour les logements abordables. Parfait, excellent. Yvan, autre chose? Non, pas comme question. Ben oui, avez-vous un type de propriétaire à laquelle vous vous adressez plus spécifiquement? Avez-vous ciblé certains types de propriétaires qui seraient plus enclins à ce genre de programme-là? On veut surtout, tu sais, là, dans le fond, qu'il y ait une awareness, là, on veut surtout que tous les gens connaissent, dans le fond, la mission de la SCHL et connaissent les initiatives qui existent. Puis, comme vous avez vu, les différentes initiatives s'adressent autant à des OSBL qu'à aussi des entités publiques et privées et aussi à justement des investisseurs privés. Puis on l'a vu qu'il y a le volet immeuble existant, mais il y a aussi le volet immeuble neuf, nouvelle construction, si on veut aussi beaucoup encourager, favoriser l'offre de logement sur le marché. Mais donc, nos initiatives sont vraiment, il y en a pour toutes les entités et donc pour le privé là, également. Si je peux ajouter un petit quelque chose pour le co-investissement, ben, je vous mentionnais qu'on parle vraiment généralement de propriétaires d'immeubles d'envergure. Donc, je parlais d'un minimum de 5 unités pour l'initiative, mais vraiment
en pratique, ça va prendre souvent des immeubles d'au moins une vingtaine d'unités pour réussir à viabiliser leur projet de rénovation d'envergure avec les sous qui sont versés. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de besoins en rénovation dans le parc de logement, surtout au Québec. Donc, c'est un peu l'objet de notre présentation aujourd'hui. Comme disait Geneviève, c'est de sensibiliser les investisseurs, les propriétaires à ce qu'on a à offrir, puis les encourager à rénover le parc. Puis, compte tenu que les critères sont peut-être un peu plus difficiles à atteindre au niveau de le co-investissement, ça pourrait, dans ce cas-là, peut-être être plus applicable pour des propriétaires de bénéficier des assouplissements à l'assurance que Geneviève a présenté. Mais les deux initiatives sont intéressantes. Ça dépend juste un peu de quel propriétaire on a affaire, puis de quel type de projet il souhaiterait mettre en œuvre au niveau de la rénovation. Oui. C'est un effort collectif, donc c'est pour ça que les initiatives s'adressent vraiment pas juste à des organismes à but non lucratif, mais aussi aux investisseurs privés. Intéressant, mais je vais seconder. Il y avait quelqu'un qui commentait qui mettait dans les commentaires, pardon, si jamais la présentation avance et que vous avez un exemple chiffré là, d'un scénario dans lequel on masque l'adresse ou est-ce qu'il y a eu certaines rénovations, je pense que les investisseurs seraient curieux de voir, OK, si j'y vais avec le programme SCHL abordable et si je vais sans le loyer abordable, qu'est-ce que ça pourrait avoir là, les chiffres? Comment ça pourrait être bénéfique pour tout le monde. Donc, je vous lance la perche. Là, si jamais vous avez un exemple chiffré, vous avez, comme j'ai dit, un exemple concret qui a eu lieu, mais qu'on masque l'adresse, bien évidemment. On serait curieux, je pense que les gens seraient curieux de le voir, puis ça pourrait essayer de mousser le programme un peu plus parmi les investisseurs, je suis certain. Bien, Jean-Philippe, je dirais aussi pour les assouplissements, ce que j'ai présenté, la seule chose, dans le fond, que je demanderais aux investisseurs, c'est d'aller voir justement le tableau puis de voir si un de leurs immeubles, dans le fond, répond aux critères au niveau du 30e centile. Puis si c'est le cas, dans le fond, c'est sûr que c'est plus avantageux de soumettre la demande de refinancement pour faire des travaux sur leur immeuble à travers ce programme-là parce que justement, la prime, ils ont les mêmes avantages, mais plus ils ont la prime, ils ont un assouplissement au niveau du coefficient de couverture de dette minimal requis et la prime qui est beaucoup plus basse. Parfait, donc, merci. Hey, je te laisse conclure. OK, mais il y avait une autre question là, de François Duval. Ce qu'on veut surtout savoir, c'est le 15% de participation non remboursable. Comment ça marche? Ça m'intéresse rudement. Oui, ça s'adresse à moi, co-investissement. En fait, c'est le maximum qui peut être fourni par la SCHL. Donc, je vous disais, ça peut prendre la forme de prêt, ça peut prendre la forme de contribution. Le maximum qui peut être versé à l'applicant au niveau de contribution, c'est 15%. Puis, le pourcentage va être déterminé basé sur la demande que vous faites, basé sur votre projet de rénovation, basé sur dans quelle mesure les retombées dont je faisais référence sont atteintes, mais dépassées. Donc, c'est un peu basé sur tout ce pointage-là qu'on priorise les projets et qu'on attribue le pourcentage prêt et subvention. Puis, j'ai fait des petites vérifications pendant que Geneviève parlait. Puis, le CCD minimal pour le co-investissement, c'est de 1. Donc, Geneviève parlait de 1,1 pour les assouplissements, mais pour le co-investissement, c'est de 1,00. Donc, c'était pour ça que je vous disais que c'est quand même intéressant. Puis, par rapport à l'exemple, je pense qu'on retient la proposition. C'est sûr que les gens, en général, moi inclus, d'avoir des exemples, des études de cas, ça parle toujours beaucoup. Puis c'est vrai que c'est un bon moyen aussi d'en faire la promotion, de présenter un peu l'initiative avec un projet qui a été qualifié. Donc, on va regarder ça de notre côté, puis on s'en reparle. Fait que ça, je voulais juste vous présenter un peu pour terminer. Je vais juste retourner. Donc, Jean-Philippe, je pense, partager les liens sur les différentes initiatives. Moi, je vous encourage vraiment à aller voir
Vous avez vraiment beaucoup d'informations qui est disponible au sujet du co-investissement, de l'assurance préhypothécaire et de la stratégie dans son ensemble. Donc, allez jeter un coup d'œil pour voir dans quelle mesure vous voyez que ça pourrait correspondre à un projet que vous avez. Puis ça parle aussi des délais au niveau du processus d'application, combien de temps pour être priorisé, puis ensuite pour éventuellement avoir les sommes qui sont versées. Je vous suggère d'aller jeter un coup d'œil là-dessus. On a pu voir que c'est ça, c'est pas la même chose, mais c'est pas les mêmes critères, mais c'est quand même assez complémentaire dépendamment du type de projet qui nous sont proposés. Puis, si vous avez un projet que vous croyez qui pourrait être admissible, je vous encourage à m'envoyer un courriel. Vous avez mes coordonnées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Puis moi, je vais essayer de voir un peu dans quelle mesure je pourrais transférer l'information à un de mes collègues si c'est un projet qui pourrait se qualifier, qui pourrait justement vous accompagner là-dedans dans le processus de demande. Puis des fois, c'est de déterminer un peu c'est quoi la meilleure initiative qui correspond à ses besoins. Donc, je vous invite à me contacter. Ça va me faire plaisir de vous parler et de vous écrire. Excellent, merci. Avant de laisser un petit mot de la fin à Mme Forger, il y avait une question qui était dans le chat, ça m'intéressait moi aussi. Est-ce qu'une durée minimale ou minimum de possession de l'immeuble visé pour bénéficier de cette initiative? Parce qu'on parlait de 20 ans, par exemple, mais ce qui arrive si au bout de 10 ans, je vends un immeuble, 5 ans, ou c'est quoi la durée minimum? Est-ce qu'on a parlé de ça? Parce que oui, l'intention est là, 20 ans, je veux bien, mais s'il se passe de quoi, là? Au niveau de l'abordabilité, Ouais. au niveau du critère d'abordabilité, on parlait, pour le co-investissement, c'était 20 donc c'est pas 20 20 ans. Donc, le projet doit être abordable pour un minimum de 20 ans, suivant le projet de rénovation complété. Peu importe, ça va être associé à l'immeuble, donc peu importe le propriétaire. Donc, il n'y a pas un temps minimum que le propriétaire doit être propriétaire de cet immeuble-là, mais les logements, donc les 30 de logements doivent être abordables pour un minimum de 20 ans pour le co-investissement. C'est ça. C'est vraiment une entente qui est signée puis qui doit être respectée. Donc, ça serait intéressant, ça serait important pour un investisseur, d'abord, si je comprends bien. C'est important pour un investisseur, quand il achète un immeuble, qui veut, par exemple, optimiser, de savoir s'il n'y a pas déjà une entente qui a été signée par l'ancien propriétaire, par son vendeur. Parce que j'imagine que l'acheteur doit respecter ce programme-là pendant encore un certain temps. Est-ce que ma question fait du sens? Mettons, on signe une entente pour 20 ans, je vends un immeuble au bout de 8 ans, on dit que ça ne suit pas le propriétaire, ça suit l'immeuble. Le nouvel acheteur, lui, il va falloir qu'il respecte pendant 12 ans encore? Ou c'est quoi l'impact? Effectivement, l'acheteur va devoir prendre connaissance de toute la documentation puis les ententes liées associées à l'immeuble dont il deviendrait propriétaire. Donc, oui, c'est important que l'information soit partagée entre le propriétaire, entre le vendeur et l'acheteur. Mais présentement, je vous dirais qu'on n'en a pas encore. Ce n'est pas un enjeu dans le sens où il n'y a pas encore énormément de projets qui ont pu être se qualifier. Ça fait quand même pas si longtemps que ça que l'initiative a été lancée. Mais éventuellement, on va en avoir de plus en plus. Donc oui, ça fait partie de les due diligence à faire lorsqu'on devient propriétaire. Puis quand on vend aussi, si on vend dans la déclaration du vendeur, il faudrait spécifier qu'il y a un programme en place. OK. Avant de vous laisser un petit mot de la fin de votre côté, comme je dis, Mme Forget, on a fait le tirage du livre pendant que vous parliez, sous la supervision de le Duc Thibault. Donc, le gagnant du livre transformé en opportunité des multilogements trop chers, c'est Zacharia Touré. Et la gagnante de la formation pour ce soir, tout savoir sur les masterminds, c'est Rachel Saint-Amour. Donc, félicitations aux deux gagnants. Merci d'avoir partagé. Merci aux autres d'avoir participé dans le partage du live. Et un petit mot pour vous, Mme Forget. Merci, M. Cournoyer. En fait, merci de l'invitation. Puis, je vous invite à aller justement sur notre site SCHL pour voir toutes les initiatives au niveau de la création et préservation d'immeubles locatifs abordables.
comme je dis, c'est vraiment un effort collectif. On est une belle société canadienne, puis c'est important de s'assurer que toute la société, ça fait partie de la santé de la société, avoir un chez-soi. Donc, en tant qu'investisseur immobilier, vous faites partie aussi de cette, dans le fond, vous permettez à des gens d'avoir accès à un chez-soi. Donc, bravo pour ça. Puis, comme je vous dis, pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à aller sur le site de la SCHL, puis d'aller voir toutes les initiatives qu'il y a au niveau de la création, parce qu'il y a aussi beaucoup d'avantages pour les constructeurs. Donc là, on a parlé vraiment de la préservation d'immeubles locatifs, mais si jamais il y avait dans l'audience, l'auditoire des constructeurs, là, il y a aussi ce volet-là qui est très intéressant. Excellent. Merci beaucoup à vous deux. Ben, à vous trois, en fait, hein, JP? Oui. De ton côté? Yes. Non, toujours intéressant de voir ces programmes-là. Donc, c'est sûr qu'on va y jeter un coup d'œil. Il y a certains immeubles qui définitivement vont être à regarder, spécialement pour la conversion d'énergie. Je suis curieux de voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça. Amélioration, efficacité énergétique, on est toujours content de faire ça. Donc, sinon, toujours heureux d'être là les midis et de vous informer du mieux qu'on peut. Voilà. Excellent. Merci, JP. Donc, on vous rappelle l'événement de réseautage qui a lieu le 4 novembre. Donc, réseautage en ligne, évidemment, où vous allez avoir la chance de rencontrer des gens de votre région et parler à des gens selon les sujets qui vous intéressent. Donc, il va y avoir des salons différents sur Zoom. Et bonne élection demain, même si ce n'est pas du côté canadien, ça va avoir un impact quand même du côté Canada. Donc, à savoir qui va rentrer, qui va être élu. Sinon, merci à tous. Merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous pour le prochain lunch immobilier le 9 novembre prochain. Et si la mémoire est fidèle, on va accueillir Guy Demers, comptable agréé. Donc, il va venir nous parler des dépenses admissibles comme investisseur immobilier. Est-ce qu'on peut passer des dépenses de voiture, de bureau, etc. Donc, un petit truc qu'on va apprendre durant ce lunch-là va nous rapporter plusieurs milliers de dollars. Donc, on espère que vous allez être là. Donc, merci à tous de votre fidélité. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.